Bonjour à tous si vous nous rejoignez en cet après-midi. Rebonjour à ceux qui sont là depuis le début de ce forum social qui clôture les rencontres des PEP. Ça a démarré ce matin très fort avec cette conférence inaugurale de François Tadei qui a été très riche et qui sera bien sûr à redécouvrir en replay très prochainement. On a aussi Emmanuel Rivière de chez Kantar qui est venu présenter son baromètre, un baromètre toujours très intéressant et très pertinent pour prendre le pouls de la société française. Alors la spécificité de cet après-midi, c'est que l'offre va être riche, multiple, puisqu'on va vous proposer 3 tables rondes en simultané dans 3 studios différents. Je pense que vous avez vos liens Zoom pour pouvoir y accéder. Alors je vous propose tout de suite de faire un petit tour, un petit duplex, comme on dit dans le milieu, avec le studio 2 pour retrouver Sandra Freeman, animatrice. Est-ce que Sandra, tu me reçois? Je me permets de te tutoyer, Sandra, puisqu'on se connaît. Jouons la transparence. Sandra? C'est ça qui est bien aussi. Alors on n'a pas Sandra, on n'a pas Sandra, on a Nakache, Olivier Nakache, voilà. Mais je savais que Sandra d'une certaine manière était intouchable, mais voilà, j'arrive quand même à la toucher de loin de manière numérique. Bon, je réessaie pour voir si tu m'entends. Sinon, on continue chacun sur son studio en parallèle avec joie. Est-ce qu'on s'entend, François? Moi, je te reçois très bien. Je pense que maintenant, Merveilleux. tout le monde t'entend. Toi qui as le sens de la fête, Sandra, est-ce que tu peux nous donner le programme de ce Studio 2? J'ai non seulement le sens de la fête, cher François, mais j'ai aussi le sens du lien. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes reliés maintenant. Nous allons parler pour cette première table ronde du numérique. C'est ce qui nous relie maintenant. Alors ça permet en effet de participer ensemble, puisque c'est tout l'enjeu de ces rencontres PEP 2021. C'est la question de la participation. Est-ce que le numérique est vraiment un outil de participation sociale ? Ça l'est d'une certaine façon a priori, on va en parler plus en détail, mais est-ce que ça ne renforce pas aussi les inégalités? Est-ce que ce n'est pas un outil qui favorise cette fracture dont on parle sociale, qui est la fracture numérique? On va en parler avec des invités absolument passionnants, que ce soit sur un plan théorique, des exemples, sur un plan politique. On va aborder tout ça pendant 1h15 sur cette table ronde du Studio 2. Voilà François, pour ce qui va se passer chez nous. Vaste question, merci beaucoup Sandra, et j'invite tous les internautes à vous rejoindre sur cette table ronde, car elle est ronde mais aussi interactive. Participe aussi à notre après-midi le Studio 3 avec Guillaume Téchy. Guillaume, est-ce que tu me reçois? Place désormais à un atelier participatif. Ah, on voit Guillaume. Qui va revenir sur la mise en œuvre de la participation dans les fabriques des rencontres, animées par Kaléidoscope, avec 2 modérateurs, Carole et Sébastien, et également donc un trio d'animateurs de Kaléidoscope, Sylvain, Yann et Sarah. Guillaume, tu m'entends? Juste un petit rappel avant de commencer cet atelier. Il m'entend pas. Ok, bon vas-y. On va rebasculer. Voilà, donc on a bien entendu, ça c'est la joie du timing, c'est-à-dire qu'on arrivait au moment où Guillaume présentait sa table ronde. Alors on n'a pas eu le droit à l'interactivité, mais au moins on a eu le droit au sommaire. Et vous voyez comment la vie est bien faite, puisque finalement ce qu'on venait de dire avec Sandra, est-ce que le numérique est facteur de participation, d'inclusion ou de fracture? Eh ben on a eu les deux camps, c'est-à-dire qu'en studio 2, on avait de l'inclusion avec Sandra, et en studio 3, on avait plutôt une sorte de fracture, car on ne nous entendait pas. C'est ça les outils numériques, ça reste qu'un outil qui peut faire le pire comme le meilleur. Et le meilleur est à suivre. Et quand on parle du meilleur, il y a toujours Dominique Gillot qui est à côté de moi. Bienvenue Dominique de nouveau dans cette journée des PEP. Alors ici, qu'est-ce qui se passe maintenant au studio 1? Parce que nous aussi, nous offrons une table ronde. Je n'oserais pas dire que c'est la meilleure, je ne vais pas faire de concurrence à mes amis, ça serait déloyal. On va parler de la participation citoyenne, des enjeux justement de cette participation pour les sociétés démocratiques et inclusives à l'échelle nationale, mais aussi européenne. Et pour faire vivre cette table ronde, on a le privilège d'avoir 4 intervenants de choix. Antonella Valmorbida, qui est secrétaire générale de l'ALDA, j'imagine qu'elle nous reçoit peut-être. Antonella ? Oui, on la voit. Thierry Cadar, qui est représentant du groupe sur la démocratie au sein du collectif Pacte du pouvoir de vivre. Thierry Cadar est là avec un fond magnifique. Est-il virtuel? S'agit-il d'un trucage ou pas? On le saura dans la suite de cette table ronde. Et puis on accueille maintenant 2 ministres. Alors quand on parle de ministres, évidemment, j'appelle une ancienne ministre, Dominique Gillot, pour nous les présenter.
Merci François. Mais je voudrais, voilà, je veux jouer un rôle particulièrement agréable. Je voudrais vous dire à quel point je suis heureuse et très honorée d'abord d'avoir des quatre représentants de la démocratie participative à plusieurs niveaux pour cette table ronde, et puis particulièrement Sophie Cluzel et Marc Fesneau. Alors Sophie Cluzel, je vais me flatter d'un compagnonnage un peu ancien et qui nous inspire toutes les deux sur la volonté de participation des personnes qui vivent avec un handicap et qui, de mon point de vue, inspire beaucoup l'évolution de la société. Et puis Marc Fesneau, qui a été nommé au gouvernement pour justement s'attacher à développer la participation dans le cadre des engagements de ce gouvernement. Donc merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation et soyez assurés de toute notre gratitude. Bonne table ronde. Merci beaucoup Dominique, je sais que vous ne serez pas très loin pour la suivre cette table ronde parce qu'évidemment je tiens à ce que vous restiez sur le studio 1. Restez sur le studio 1 et pour les autres n'hésitez pas à aller ailleurs. Et Dominique a son petit carnet et il y a aussi Isabelle Monforté qui est présente et qui va pouvoir recueillir toutes vos questions car on compte sur vous et on compte sur l'interactivité. À mon tour de saluer Sophie Cluzel, ministre chargée des personnes handicapées. Bonjour, bonsoir Madame la ministre. Bonjour plutôt. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir cher Dominique, bonsoir Marc. Très heureuse d'être avec toi pour cette jolie table ronde sur des sujets que nous portons ensemble. Donc très heureuse d'être avec vous. Marc Fesneau, vous nous recevez aussi, monsieur le ministre? On reçoit 5 sur 5. Très bien. Clair dans les visions. Bon, bah, c'est pas toujours le cas, donc on va en profiter. Sophie Cluzel, on va rester justement avec vous pour vous poser cette question simple, même si les enjeux sont complexes, eh bien de la société inclusive, et notamment sur la question des personnes handicapées. J'imagine que c'est bien sûr votre quotidien et l'enjeu de votre ministère. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, avec très grand plaisir. D'abord, merci, cher Dominique, pour la thématique de vos rencontres, faire ensemble société inclusive avec la pleine participation de tous. Donc, c'est bien ce qui nous anime, la pleine participation citoyenne, être non plus des objets de soins, mais des sujets de droit. Vous connaissez mon mantra. Le président de la République a fait du handicap une priorité du quinquennat. Il a voulu placer au cœur des engagements de la France, d'abord la Convention internationale des droits des personnes handicapées, mais aussi la promesse d'émancipation sociale, d'égalité des chances et d'équité de traitement, qui sont les clés de voûte de la politique menée. Et je sais que Marc Fesneau y reviendra aussi, puisque c'est ainsi que nous travaillons tous au sein du gouvernement. Un secrétariat d'État rattaché auprès du Premier ministre, pour montrer l'interministérialité de ce sujet, que ce soit justement une pleine citoyenneté, d'accès aux droits, à la culture, au sport, comme tout un chacun. C'est comme ça qu'on a travaillé depuis 4 ans. La participation citoyenne, c'est aussi une méthode qui est menée en quotidien de co-construction avec ce CNCPH, Conseil national consultatif des personnes handicapées, avec toutes les réformes que nous portons et surtout avec ce mantra de jamais rien pour nous sans nous. Donc c'est plus qu'un plaidoyer, c'est une façon de penser, de construire la politique qui nous anime depuis 4 ans avec tous les acteurs et bien sûr la Fédération Générale des PEP et sa présidente Dominique Gillot, qui elle-même a porté ce plaidoyer, cette façon de travailler au sein quand elle était présidente du CNCPH, et je tiens à saluer vraiment son engagement à nos côtés et à vos côtés sur ces sujets. Ça veut dire quoi une participation citoyenne? Ça veut dire tout simplement que ça se joue au niveau individuel, collectif et institutionnel. D'abord, permettre à chacun de nos concitoyens en situation de handicap de prendre part, de faire partie des actions et décisions qui impactent tout simplement leur vie quotidienne et de renforcer son pouvoir d'agir sur sa propre vie, ses propres choix. Cela se joue également au niveau des collectifs, des associations, de la société civile. Ce sont des parties prenantes essentielles et vous savez que je viens de là, ce sont mes partenaires au quotidien. Cela se joue également au niveau tout simplement de la participation qui doit être tangible au cœur même de nos institutions, dans la gouvernance, dans le fonctionnement des organismes, des administrations, dans notre législation. Bien, il faut tout simplement conjuguer ces politiques avec tout simplement la politique de l'autodétermination, du renforcement du pouvoir d'agir et de l'auto-représentation des personnes. Et c'est ainsi qu'a été portée cette réforme du CNCPH. C'est un défi qui est en même temps avec une exigence éthique et démocratique. Donc ça se traduit dans des politiques extrêmement concrètes.
C'est une feuille de route du comité interministériel extrêmement claire, structurée, autour du principe du renforcement des participations des personnes. C'est un droit de vote des personnes handicapées remis dans leur pleine citoyenneté. C'était quelque chose que les associations attendaient depuis 30 ans. Le président s'était engagé, nous l'avons fait avec la ministre de la Justice. C'est l'accessibilité des campagnes électorales et de l'audiovisuel en général, tout simplement pour permettre par tout moyen à nos concitoyens de se présenter aux élections, d'être élus. Et nous avons déjà de beaux exemples lors des dernières municipales. Nous avons d'autres exemples à venir dans les élections à venir aussi. C'est une réforme de la gouvernance et du fonctionnement du Conseil national consultatif des personnes handicapées. C'est un baromètre des maisons départementales des personnes handicapées pour que les personnes puissent voir la politique de l'État et des départements se construire pour que ce grand service public, France entière, ait une notion d'équité territoriale et que les citoyens puissent interpeller les responsables, c'est-à-dire les co-responsables que sont l'État et les départements. C'est des programmes innovants visant le renforcement du pouvoir d'agir des personnes. Je pense par exemple à la mise en route du programme HIPHOP, avec le père accompagnement, l'assistance à projet de vie, les 360. C'est systématiquement l'intégration des personnes au sein des groupes de travail, sur tous les chantiers qui sont portés par mon secrétariat d'État. Et puis, c'est l'évolution prochaine des textes qui vont encore plus nous permettre de ce pouvoir d'agir, avec une participation dans les conseils à la vie sociale, dans les budgets participatifs, dans la gouvernance des organismes gestionnaires, dans la formation des professionnels, mais aussi dans les institutions de type ARS, Agence régionale de santé, Maison départementale des personnes handicapées. Et puis, c'est faire valoir ses compétences. Et là, on a un facteur premier qui est les valorisations des rôles sociaux à travers le DUOD, le plan de relance, l'emploi accompagné. Donc, au moment où la nouvelle stratégie européenne 2021-2027 pour le handicap vient d'être lancée, la présidence française de l'Union européenne est l'occasion de porter à nouveau le débat de la pleine citoyenneté et de la participation sociale des personnes handicapées. Une conférence ministérielle organisée fin février sur cette stratégie en faveur des personnes handicapées dans la Commission européenne a été l'occasion de faire un point sur les politiques du handicap en Europe avec les différents ministres européens sur le sujet et partager les bonnes pratiques. Nous avons ici créé une task force européenne sur la recherche, par exemple, des causes de l'autisme. Je vous rappelle la grande mobilisation que j'avais mise en place en 2018 avec Nathalie Loiseau à l'époque de l'ensemble de mes homologues européens, avec quelque chose qui avait été plébiscité, le fait que le secrétariat d'État en France soit rattaché auprès du Premier ministre pour changer la donne et parler non plus d'objets de soins, parce que beaucoup sont rattachés au ministère de la Santé, mais bien de sujets de droit plein et entier. Simplifier l'accès à la culture. Nous travaillons avec Roselyne Bachelot sur la création d'un portail à l'édition accessible, sur l'organisation d'événements européens et de réunions en France, accessibles, bien sûr, à tout type de handicap. L'organisation d'un DUOD européen en février 2022. Le président y tient énormément parce que c'est là aussi la capacité de la France à montrer que la place dans l'emploi, l'insertion professionnelle des personnes handicapées est un vrai sujet et progresse. Et puis, bien sûr, avec mon collègue Jean-Michel Blanquer, l'école inclusive et ce service public de l'école inclusive qui devient une réalité. Donc, vous le voyez, un maître mot, c'est le renforcement de la voix, des droits et des choix. Je ne parlerai pas de tous les choix que nous avons pu mettre en place, notamment sur le choix du logement avec l'habitat inclusif. On souhaite également travailler bien en amont de cette présidence française de l'Union européenne pour qu'elle soit accessible aux personnes handicapées. Et je n'oublie pas aussi l'empowerment des personnes avec les bénévoles en situation de handicap que nous sommes en train de former pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Nous avons là un vrai levier de pouvoir montrer à la France, au monde entier, que les personnes handicapées prennent leur destin en main, sont acteurs et sont elles-mêmes volontaires et accueillent le monde entier lors de ces Jeux olympiques et paralympiques. Donc, cher Dominique Gillot, oui, une mobilisation de toutes les forces vives, dont bien entendu la Fédération générale des PEP, acteur majeur de l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, je serai avec vos équipes, je vous le dis en passant, demain après-midi, pour montrer aussi des équipes mobiles pour la vaccination, avec l'empowerment des personnes qui travaillent aussi à préparer cette vaccination auprès des personnes handicapées. Je serai avec les PEP 06 demain après-midi pour mettre en valeur justement ce pouvoir d'agir des personnes. Je ne me fais pas plus longue, mais un très grand merci de m'avoir permis de dérouler justement nos engagements, nos ambitions et notre partenariat.
Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ce propos introductif qui n'a pas manqué de peps et d'engagement et de conviction et de force. Donc, si vous souhaitez rester avec nous, vous êtes évidemment la bienvenue pour poursuivre cette table ronde. Je retiens des mots-clés: autodétermination, auto-représentation, et puis je reprends votre formule, hein, jamais rien sans nous, pour nous. Et vous avez aussi parlé d'Europe, de la France, hein, qui était justement une voix pour essayer d'impacter, un porte-voix en tout cas de cette cause-là au sein de l'Union européenne. La transition est donc toute trouvée pour parler avec Antonella Valmorbida, qui est secrétaire générale de l'ALDA. Alors peut-être, Madame, peut-être que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'ALDA pour les spectateurs qui nous regardent et qui ne sont pas forcément experts de cette question-là. Voilà, bonjour à tous. Merci de me donner la parole et aussi de me donner cette occasion magnifique de réfléchir avec vous sur les prochaines démarches pour renforcer la participation citoyenne et pour présenter effectivement mon organisation. Donc, l'ALDA est un acronyme pour l'Association européenne pour la démocratie locale. Et nous avons été créés par le Conseil de l'Europe il y a maintenant 20 ans pour devenir après une association française, donc en sortant du palais du Conseil de l'Europe en quelque sorte d'un point de vue institutionnel et devenir une association française qui est maintenant basée à Strasbourg mais qui travaille justement sur toute l'Europe, et je pense que c'était aussi le sens de ma participation. L'association que je représente est une organisation qui travaille sur le renforcement des dispositifs de participation citoyenne au niveau local. Nous avons été créés, je vous le disais, il y a 20 ans, disons, sur un projet plutôt international, vu que nous travaillons sur les Balkans et sur la suite de la guerre sur ces territoires, en réfléchissant à l'importance des communautés locales et la force de l'engagement citoyen sur ces territoires pour la paix et le développement, pour après devenir une organisation, comme nous le sommes maintenant, européenne, qui a plus de 350 membres, dont des collectivités locales et la société civile qui travaillent ensemble, qui œuvrent tous les jours. Donc, nous sommes surtout sur les communautés locales avec des collectivités locales et régionales pour définir soit des politiques de renforcement, soit des institutions qui deviennent plus inclusives, donc qui ont des outils et législatifs et de structures pour inclure de façon meilleure et plus efficace les citoyens, soit on travaille aussi sur les citoyens qui sont aussi partie prenante de cet empowerment et qui deviennent conscients, responsables, engagés sur les politiques et les programmes locaux. Donc nous travaillons en France, mais non seulement dans ce pays, nous avons des membres et des agences sur l'ensemble des pays de l'Union européenne et sur les pays du voisinage. Et nous sommes tous les jours sur le terrain avec eux pour comprendre, et je voulais partager avec vous l'importance de ce que nous sommes en train de faire sur, comment dire, j'ai discuté hier en préparant cet événement avec vos collègues sur l'aspect essentiel de notre travail, sur le fait que la démocratie est en souffrance de beaucoup de points de vue, et c'est aussi grâce à la participation citoyenne et à un engagement qui est constant et structuré que nous pouvons aussi reconstruire la confiance des citoyens, que nous pouvons développer de nouvelles ressources et trouver des solutions très pragmatiques que, de notre point de vue, travaillant au niveau local, sont très visibles, et ça regarde les démarches sur le Covid-19, sur la pandémie, sur d'autres urgences qui sont visibles, le travail, l'éducation, la formation. Alors, pour ce qui regarde l'handicap, effectivement, nous travaillons beaucoup avec les collectivités locales membres de l'ALDA, comme je le disais, pas simplement en France, pour comprendre comment engager, pour faire en sorte qu'ils participent aux solutions et aux politiques locales, qu'ils regardent de près. Nous travaillons soit avec les communes, soit avec les associations qui les représentent, comme le PEP ici, et comme toute la dimension que vous représentez. Donc, je pense, et je dis souvent
que notre travail n'est pas, la participation citoyenne n'est pas, comment dire, un luxe qui arrive quand tout va bien. Alors, on peut aussi rajouter cet aspect de la démocratie participative. La démocratie participative et ce genre d'aspect de participation citoyenne sont maintenant au centre de l'action démocratique et c'est un besoin essentiel. Et souvent, autour de cette approche, se joue le bien-être de nos citoyens. Donc, je pense qu'il est important vraiment, et je suis vraiment à l'écoute des autres intervenants qui sont là pour partager ensemble nos expériences, qui, comme je le disais, sont essentielles aujourd'hui. Oui, là, je crois que vous avez prononcé une phrase clé qui a dû résonner chez tous les participants. Hein, le fait que la participation citoyenne n'est pas un luxe, ce n'est pas un artifice, c'est quelque chose de fondamental. C'est un fondamental, c'est essentiel justement pour préserver nos démocraties. C'est pas quelque chose qu'on s'offre, c'est quelque chose qui est nécessaire. Mais pour que justement ça soit compris de toutes et tous, encore faut-il la faire vivre, cette participation, la promouvoir, arriver à expliquer les codes. Et c'est le rôle finalement à vous tous, hein, à différentes échelles. C'est aussi le rôle de Thierry Cadar, qui est représentant du groupe sur la démocratie au sein du collectif Pacte du pouvoir de vivre. Je crois, Thierry, vous allez nous expliquer ce que c'est que ce collectif et puis nous expliquer aussi comment vous parvenez, vous essayez, et j'imagine que vous réussissez à faire vivre la participation citoyenne au niveau des territoires et au niveau local. Merci, bonjour à tout le monde et puis merci de cette invitation à participer à cette table ronde en effet très intéressante. Alors le pacte du pouvoir de vivre rapidement, hein, c'est 63 organisations, c'est une volonté à un moment donné de s'inscrire dans une démarche collective au moment d'ailleurs où nous vivions une crise au niveau de la démocratie assez profonde en France, hein, c'était à la suite du mouvement des Gilets jaunes et de ce qu'il avait pu montrer hein, comme difficulté finalement dans la prise de décision ou justement la participation des citoyens à la vie collective. Et cette démarche, elle avait deux moteurs d'une certaine façon. Pacte du pouvoir de vivre, pourquoi? Alors dans ce pacte du pouvoir de vivre, bien sûr, il y a la CFDT dont je suis responsable au niveau national et la Fédération des PEP, hein, et puis d'autres organisations. L'idée de ce regroupement, c'était de se dire en fait deux axes, je pense. Le premier, qui est dans le nom en quelque sorte, pacte du pouvoir de vivre, il y a quand même des interrogations aujourd'hui sur ce qui empêche finalement à pas mal de personnes aujourd'hui dans la société telle qu'elle fonctionne de pouvoir vraiment exercer des choix en termes d'organisation de leur vie et cette sensation ou cette réalité d'être extrêmement contraint dans ce qu'on met en œuvre, c'est quelque chose qui mine d'une certaine façon la capacité des gens à se projeter et à aller vers ce qui est un objectif commun, une valeur commune entre la CFDT, par exemple, et la Fédération des peuples, c'est-à-dire la question de l'émancipation. Et l'autre volet, peut-être, qui motive un peu la démarche et qu'on retrouve dans l'objet de la table ronde aujourd'hui, autour de cette question d'émancipation, c'est la question de participation. Comment faire pour qu'on aille renouveler un petit peu les engagements, la volonté des citoyennes et des citoyens de s'inscrire dans un certain nombre de projets ou de revendications ou simplement d'actions à mener. Et de ce point de vue-là, l'objet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire la question de la participation citoyenne ou du développement de la démocratie participative, est évidemment un des enjeux, un des objectifs que nous devons poursuivre ensemble et sur lesquels nous sommes pleinement engagés. Alors, je dirais, il y a un élément qui n'est pas encore tout à fait apparu dans les interventions, et donc je vais le rajouter là, mais évidemment, tout ce qui a été dit précédemment, je le partage complètement. Mais l'élément peut-être qu'il faut aussi avoir en tête, c'est la question, je dirais, des enjeux écologiques et environnementaux que nous avons devant nous. Et l'idée de pouvoir engager cette transformation qui s'avère quand même, je crois, c'est partagé par tous les gens raisonnables, hein, qui s'avère de plus en plus évidente et nécessaire à mettre en œuvre. La conviction que nous partageons dans ce pacte du pouvoir de vivre, c'est que ces objectifs du développement durable sur lesquels la France s'est engagée, on ne pourra les atteindre que si on le fait, je dirais, collectivement et dans une démarche justement participative. C'est un peu autour de cette articulation-là, hein, entre les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux et les enjeux démocratiques, donc,
que nous essayons d'agir à plusieurs et de construire des propositions que nous avons l'intention d'ailleurs de mettre dans le débat public, hein, pour que ça participe finalement du débat démocratique auquel nous allons être appelés dans l'année qui vient. Donc, voilà les enjeux tels qu'on les porte. Alors, je suis par ailleurs membre du CESE, du comité économique et social environnemental, qui est renouvelé en ce moment. Je serai membre de la prochaine assemblée, et qui a été chargé par une loi organique, de mettre en œuvre, hein, une grande partie de ce développement de la démocratie participative. Et c'est donc un enjeu sur lequel nous allons être pleinement investis. Je crois c'est une démarche qu'il faut saluer, c'est-à-dire l'idée de confier à une institution indépendante, dans laquelle on trouve ce qu'on appelle la société civile organisée, c'est-à-dire des associations, des mouvements qui permettent, dans leur structure, d'impliquer les citoyens, de faire le lien donc entre cette société civile organisée et la volonté de développer la démocratie participative. Je crois que c'est une excellente idée qu'il faudra qu'on mette en œuvre dans les mois et dans les années qui viennent, avec sans doute des défis nombreux à relever, mais je pense que c'est en effet un défi très très important et très intéressant qui doit être, sur lequel il faut qu'on réussisse. Alors, juste quelques mots peut-être sur ce qui est à notre sens, à nous, hein, au niveau du pacte du pouvoir de vivre et de la CFDT, des éléments qu'il faut mettre en avant dans ces démarches, pour qu'elles aboutissent et pour qu'elles se développent et qu'on en trouve un peu à tous les niveaux. Il y a la question de l'inclusivité des publics, hein. Je crois que c'est la première intervention de Mme Cluzel le noter sur un angle en effet très très important, qui est celui des personnes souffrant de handicap, mais qui est aussi une question qu'il faut qu'on se pose à chaque fois qu'on développe ce type de processus. Est-ce qu'on se met en situation d'aller chercher l'ensemble des citoyennes et des citoyens qui pourraient être intéressés par ces questions-là? Alors, il y a bien sûr des dispositions qui peuvent le permettre, alors le tirage au sort quelquefois ou d'autres démarches, mais en tous les cas, c'est une question qu'il faut toujours avoir en tête. Est-ce que nous ne sommes pas entre nous? Est-ce qu'on ne développe pas une espèce d'entre-soi de la démocratie participative, qui serait, de ce point de vue-là, assez dommageable? Et puis, le deuxième point qui est, je crois, qu'il faut vraiment avoir en tête quand on développe ce type de pratique, c'est ce qu'on appelle la redevabilité. Alors, c'est-à-dire, un mot tiré de l'anglo-saxon, évidemment, mais ce que ça veut dire clairement ici, c'est qu'il y a une espèce d'engagement, finalement, hein. Quand on développe ce type de participation, il y a un engagement à ce que le travail des citoyennes ou des citoyens qui se sont impliqués sur tel ou tel sujet soit pris en compte. Alors, pris en compte, ça ne veut pas dire systématiquement appliqué, mise en œuvre. Il y a d'autres, il faut bien veiller, et c'est un point important, à la coordination entre la démocratie participative et la démocratie représentative telle qu'elle fonctionne dans nos pays. Donc la prise de décision doit relever, à notre sens, toujours des élus, hein, puisque c'est ainsi qu'on procède en démocratie. Mais si les dispositions ne sont pas retenues ou si elles sont aménagées, etc., il est très important que quelque part il soit rendu compte du pourquoi on tient compte, pourquoi on ne tient pas compte. Enfin, en tous les cas, ces démarches qui visent à développer l'engagement, la participation, elles ne tiendront la route, elles ne seront pas qu'un effet de mode si les citoyennes et les citoyens ont vraiment la conviction qu'ils sont entendus quand ils s'engagent. Et ça, je crois que c'est un point sur lequel il faut qu'on soit toutes et tous, hein, tous ceux qui sont engagés sur ces questions-là, soient tout à fait attentifs à ce qui se passe. Et du coup, j'en viens finalement à un aspect de la question qui m'était posée, mais que faites-vous, vous, CFDT, pour développer l'engagement et la démocratie participative au sein de votre organisation? Alors évidemment, donc, nous sommes une organisation démocratique avec des règles de fonctionnement que je ne vais pas détailler ici parce qu'elles sont assez complexes, mais qui assurent d'une certaine façon que la prise de décision est bien démocratique. Mais nous constatons, nous aussi, hein, que nous avons besoin, à l'intérieur de nos organisations, à l'intérieur finalement pas seulement de la CFDT, je pense toutes les organisations qui aujourd'hui se veulent faire participer les citoyens, nous avons besoin de développer d'autres pratiques. C'est ce que nous faisons, par exemple, à l'occasion de notre congrès confédéral qui aura lieu dans un an. On développe des mécanismes qui permettent aux adhérents de donner leur avis sur tout un tas de sujets, d'organiser eux-mêmes des débats,
et des débats pour lesquels les conclusions de ces débats seront remontées dans la construction de ce qui sera la feuille de route de la CFDT pour les 4 ans qui suivent. Merci beaucoup Thierry Cadar. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans votre discours et j'en ai noté des mots-clés qui seront sujets à débat, en tout cas à interrogation. Donc on peut en reparler tous ensemble. Et puis je termine ce tour de table par Marc Fesneau, ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne. On est très heureux de vous avoir avec nous, Monsieur le ministre, sachant que ce ministère est une création. Donc j'imagine qu'il y a un enjeu qui est d'autant plus important lorsqu'on est comme ça un pionnier sur un ministère naissant. Merci beaucoup de vos mots d'introduction. D'abord, je me permettrai de remercier votre présidente, Madame Dominique Gillot, de cette invitation et de m'avoir invité à participer à cette 5e édition des rencontres PEP et de saluer son action à la tête de la Fédération Générale des PEP. De saluer l'ensemble des intervenants et de faire un petit salut particulier à Sophie Cluzel, que je vois plutôt à distance que généralement physiquement par les contingences sanitaires qui sont les nôtres. Heureux de participer aussi à cette table ronde parce que ça permet de faire un focus sur effectivement ce ministère des Relations avec le Parlement et de la participation citoyenne. Alors vous disiez pionnier, ça serait prétentieux de dire pionnier parce qu'il y a autour de cette table et de ceux qui nous écoutent des tas de gens qui sont pionniers de la participation citoyenne. Ce qui est pionnier sans doute, c'est le fait que pour la première fois dans un périmètre ministériel, il était fait le choix par le président de la République et le Premier ministre d'y inclure le périmètre de la participation citoyenne et de montrer de cette façon-là l'intérêt qu'il portait la question. J'attire votre attention sur le fait, et je dois dire, et parce que la vie ministérielle est ainsi faite, sans penser que je serais forcément dévolu à ce poste, si je peux dire, mais j'avais souvent pensé que s'il devait y avoir quelque chose qui relevait de la participation citoyenne, il ne fallait pas trop l'éloigner du Parlement, parce que sinon pourrait se créer le sentiment qu'il y avait quelque chose qui pouvait se construire sans, contre ou à côté. Et qu'au fond, j'y reviendrai, ça pourrait nuire à l'idée que, en tout cas, je me fais de la participation citoyenne. Deuxièmement, dire que la France n'est pas, comment dirais-je, vierge du terrain de la participation citoyenne. Il y a beaucoup d'enlever le contre-jour, mais ça va être un peu compliqué parce que ça ne va pas être très agréable pour vous. On va dire que c'est cinématographique. Voilà, c'est ça. Ce n'était pas une mise en scène, hein, mais pardon, mais c'est du soleil, on ne va pas s'en plaindre. Ce n'est pas une nouveauté en France, la participation citoyenne. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'expertise. Elle est d'ailleurs reconnue par-delà nos frontières et souvent en France, on croit qu'on est assez mauvais dans cet exercice et au fond, on a plutôt des experts, des chercheurs, des enseignants, des praticiens qui sont assez expérimentés, qui ont développé ces expériences dans beaucoup de territoires, souvent des expériences au niveau des collectivités locales, mais pas seulement, et je reviendrai tout à l'heure. On a les conseils de quartier, les budgets participatifs, les sondages délibératifs, les pétitions en ligne. Enfin, il y a des tas de formules qui relèvent tous de ce champ-là et qui existent en France, et je crois qu'on devrait plutôt s'en féliciter. Deuxième chose, la crise des Gilets jaunes a mis sur la table la question d'un certain nombre de citoyens qui, au fond, ne se sentaient pas représentés, écoutés ou qui se percevaient, parfois à juste titre, pour dire les choses honnêtement, comme invisibles, qui, au fond, ne se reconnaissaient plus dans les processus ou dans les institutions démocratiques telles qu'elles sont posées. Et c'est ce qui a conduit le gouvernement, le président de la République, à la volonté d'organisation d'un grand débat national d'abord, suivi d'une convention citoyenne sur le climat, qui, au fond, pour une part, en a découlé. Au fond du grand débat, il est sorti la question qui avait été l'écueil initial, même si ce n'était pas le seul, de la crise des Gilets jaunes, qu'on pouvait confier à une convention citoyenne la question du climat. Il y a un texte qui est actuellement en discussion au Parlement, je n'y reviendrai pas, mais c'est à partir de ce moment-là peut-être que la question a émergé de façon plus nationale, si je puis dire. Et donc, il y a une forme d'effet cliqué, en tout cas au niveau national, du grand débat et de la Convention citoyenne sur le climat. Trop tôt, évidemment, pour tirer un bilan, mais il faudra tirer un bilan à la fois de l'expérience, au bon sens du terme, qui a été menée par ces 150 citoyens, de ce qui a fonctionné, de ce qui a moins fonctionné, de comment on passe le relais entre un processus de participation citoyenne, M. Cadar l'a dit à juste titre, mais j'y reviendrai, et puis la décision qui revient in fine à ceux qui ont la légitimité d'un vote, d'une représentation par le vote. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la seule légitimité, mais ils ont cette légitimité-là. Et donc ça, il faudra qu'on y travaille. Je crois que c'est une réponse aussi à un besoin que je viens d'exprimer au travers d'un certain nombre de constats que je crois que nous partageons tous, d'une défiance à la démocratie, au processus démocratique qui est très grande, une forme d'éloignement, un sentiment d'une représentation au sens de « je ne me reconnais pas dans ceux qui me représentent » ou « je ne reconnais pas dans ceux qui me représentent leur capacité à faire entendre la voix qui est la mienne ». Ce que j'ai à dire dans le débat public.
et avec des institutions qui, au fond, n'étaient pas calibrées pour ça et qui étaient dans un schéma qui était d'une autre nature. Et donc, il y a besoin de faire autrement et de proposer une nouvelle forme de contrat social, peut-être, mais surtout de contrat démocratique. D'abord, de contrat démocratique avec les citoyens. Je le disais en préambule, pourquoi l'avoir rattaché au ministère des Relations avec le Parlement? Parce que je pense que, je l'ai toujours dit, je le dis depuis que je suis en charge de ces deux périmètres, si je peux dire, ayant au préalable occupé que le périmètre parlementaire, la démocratie participative et la démocratie représentative doivent se vivre comme une complémentarité. Il n'y a pas de concurrence à organiser entre elles. Il n'y a pas de substitution de l'une sur l'autre. Je pense que c'est cette complémentarité-là qu'il faut mettre en exergue. C'est un maillon supplémentaire et un maillon désormais que je crois essentiel dans la construction et la mise en œuvre des politiques publiques. C'est une nouvelle modalité d'action des responsables publics, des pouvoirs publics, mais qui reste, si on est exigeant, encore à inventer largement et qui nécessite pour les gouvernants, quels que soient les gouvernants, de dépasser parfois les a priori ou les clichés de ceux qui peuvent avoir un regard un peu extérieur à ces processus. Quels sont les enjeux devant nous? Pour moi, il y a un premier enjeu qui est celui de la crédibilisation. Et ce qu'a dit assez justement, me semble-t-il, M. Cadar, c'est d'apporter la preuve auprès des citoyens que leur contribution sera ou a été utile. C'est donc démontrer objectivement l'impact de la participation citoyenne sur les politiques publiques ou sur les décisions publiques et renforcer de cette façon la confiance dans l'action politique. Ça nécessite de respecter quelques règles. Pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est de ne pas faire participer pour faire participer. Quand on veut faire participer les citoyens, il faut savoir quel est l'objectif, le contrat qui nous lie avec eux, pour que personne ne se sente, comment dirais-je, avoir été instrumentalisé in fine, de dire j'ai fait de la participation et tout va bien. Et donc, il y a quelque chose dans le lancement d'une mobilisation citoyenne visant à la participation citoyenne, c'est de montrer que les résultats viendront alimenter la décision publique de façon crédible. La deuxième chose, c'est de définir des engagements vis-à-vis des participants. Quels sont les engagements du décideur, de celui qui décide de recourir, quels sont les engagements d'une administration. Ça permet de clarifier le degré d'impact des contributions sur la décision finale. Évidemment, quand vous avez une convention citoyenne sur le climat qui dure sur 9 mois, c'est un engagement très fort. Ça n'est pas de même nature que quand on est sur des processus plus sondagés où la distance du citoyen est plus grande. Et donc, plus le degré d'implication des citoyens est grand, plus le degré d'engagement doit être fort et précis, me semble-t-il. Il faut avoir des outils et des méthodes adaptées parce que je pense que la participation citoyenne, ce n'est pas une affaire d'amateurs, c'est une affaire de gens qui savent, qui pensent les processus et qui ont de la méthodologie. Qu'est-ce qu'on va faire des résultats? Quel est le point de sortie? Qu'est-ce qu'on souhaite savoir? Et puis enfin, ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle, un terme qui paraît parfois impropre, c'est la reddition des comptes. Il faut rendre des comptes de la démarche. Ce qu'on a pris et pourquoi on l'a pris, ce qu'on a retenu, ce qu'on n'a pas retenu le cas échéant et pourquoi on ne l'a pas retenu, quelle est la contrainte à laquelle a dû faire face le décideur public pour faire le choix de ne pas prendre. Mais c'est une question de respect des citoyens qui se sont engagés que de leur dire voilà ce que j'ai pris, voilà ce que je n'ai pas pris, voilà pourquoi je l'ai pris, voilà pourquoi je ne l'ai pas pris. Ça, c'est une pacte de confiance qu'il faut construire. Deuxième chose, il me semble qu'il faut clarifier les choses. Je parle de clarifier au niveau de l'État en termes de doctrine et de cadre d'intervention. D'abord, on a beaucoup d'acteurs, et moi, quand je suis arrivé dans ce périmètre, j'ai vu la multiplicité des acteurs et tous, pour la plupart d'entre eux, très compétents, mais pour que ne s'installe pas une confusion. Il y a le gouvernement, il y a le CESE dans sa nouvelle forme qui est en train de se construire et avec des prérogatives un peu nouvelles en termes de participation citoyenne. Et dans la réforme n'est plus pas le sujet de la participation citoyenne au seul champ du CESE. Il y a la CNDP, il y a la société civile organisée hors du CESE. Et donc, il y a beaucoup d'objectifs. Et donc, on a besoin de clarifier le rôle de chacun de ces acteurs, me semble-t-il. Et puis, de travailler au niveau de l'État l'intégration plus régulière des pratiques de participation citoyenne dans les politiques publiques ou dans la mise en œuvre de politiques publiques. Et enfin, ça m'amène au dernier point, sur ce sujet, c'est de systématiser, c'est-à-dire à chaque fois, non pas dire on fait de la participation citoyenne, mais à chaque fois se dire est-ce qu'il n'y a pas opportunité ou pertinence à rentrer dans un processus de participation citoyenne sur telle ou telle, politique publique ou action publique que l'on souhaite mener. Donc c'est la systématisation de l'interrogation, si je peux dire. Est-ce que là, on n'aurait pas intérêt, nous lancions ce matin avec Elisabeth Moreno une plateforme destinée à ce que les citoyens puissent exprimer des choses autour de la lutte contre les discriminations, à chaque fois se poser la question de savoir s'il n'y aurait pas utilité à faire appel au processus de participation citoyenne. Et puis, ça ne veut pas dire non plus systématiser qu'on soit quelque chose de l'ordre de « je cocher la case ».
la participation est faite, j'ai fait un sondage, j'ai réuni 4 citoyens, et au fond, j'en suis quitte. C'est suffisamment sérieux et engageant pour tout le monde pour qu'on le crédibilise de cette façon. Il faut qu'on ait une... Et comment on répond à ces enjeux, enfin, et pour essayer de conclure et de ne pas être trop long, parce que je vois que je vais être trop long, il faut accentuer le processus, comme on dit, d'acculturation de l'administration, c'est-à-dire démultiplier les compétences dans l'État, partager les expériences et la méthodologie, et reconnaître que toutes les administrations ne sont pas également outillées. Ça a longtemps été un sujet qui était plutôt des prérogatives, parce qu'historiquement, elle vient de là, autour des questions environnementales et d'urbanisme. C'est souvent de là qu'elles sont nés les premiers processus de participation citoyenne. Il y a besoin de l'élargir à un spectre plus large, parce qu'après tout, tous les sujets des politiques publiques pourraient être confrontés à cette idée de participation citoyenne, confrontés au bon sens du terme. Il faut évidemment, j'en dis pas plus, mais une organisation rigoureuse des processus délibératifs. Il y a besoin de méthodes, je l'ai dit tout à l'heure. Ce que dit souvent l'un des grands experts que nous avons de participation citoyenne, qui est Loïc Blondiot. Ça ne s'improvise pas, ça s'organise, la participation citoyenne. Ça permet de garantir l'impartialité et la neutralité. On a pour cela au niveau interministériel un centre interministériel de la participation citoyenne que tous les acteurs de la participation citoyenne connaissent, que j'ai découvert, pour être très honnête, à l'occasion de la prise de ce périmètre, qui est une petite cellule, mais qui est très active, très pertinente et qui vient appuyer l'ensemble de ceux qui travaillent autour de la participation citoyenne. Ce centre interministériel a aussi vocation à travailler avec les chercheurs et tout l'écosystème de la participation citoyenne. Troisième défi, chaque citoyen, quelle que soit sa situation, et j'en terminerai sans doute par là, doit pouvoir avoir accès à ces espaces de délibération et faire entendre sa voix. C'est la question de ceux qui sont le plus distants de ces processus démocratiques et aussi des processus de participation citoyenne. Toute personne doit pouvoir, même si elle n'est pas entraînée à des processus délibératifs, même si elle n'est pas entraînée à la prise de parole collective, il faut qu'elle puisse pouvoir avoir accès à cette réflexion, ou à la réflexion délibérative, comme on dit. Et donc, il faut le reconnaître comme un interlocuteur légitime, capable d'acquérir des compétences et de pouvoir alimenter des débats au service de décideurs publics, de décision des décideurs publics. Il y a certains publics, on l'a dit, ça a été dit, qui sont beaucoup moins disponibles. L'enjeu d'une participation réellement inclusive, ce n'est pas de consulter les citoyens les plus éloignés seulement sur les sujets qui les concernent ou les difficultés qu'ils rencontrent, donc de ne pas les enfermer dans leur situation personnelle, mais aussi de les associer plus globalement à d'autres formes de concertation. Il n'y a pas de recette miracle et de méthode parfaite, mais je voudrais juste simplement indiquer quelques pistes. Le statut du participant est important, la question de l'indemnisation qui a été posée d'ailleurs par les citoyens de la Convention citoyenne sur le climat, leur statut au fond. 2, c'est peut-être dans certains cas organiser une forme de surreprésentation, que je mets entre guillemets, de certaines catégories dans la construction de panels de citoyens, comme ça a été fait sur la concertation sur le revenu universel d'activité à l'automne 2019. Et puis initier des projets spécifiques, ça a été fait, je signale le projet qui a été fait monté par la préfecture de Guyane en direction de certaines populations, avec l'idée de participation citoyenne sur le territoire. Et puis on doit aussi s'appuyer évidemment sur les acteurs de territoire, les associations qui sont capables, parce qu'il y a un lien de confiance qui les a souvent créés avec ces publics, de créer le lien de confiance qui les amène à la participation citoyenne. Voilà ce que je voulais vous dire. Et en conclusion, on a la même ambition, je crois, c'est la culture de la participation citoyenne et de la démocratie délibérative doit se diffuser et infuser, si je peux dire. Infuser, se diffuser. Mettez-le dans l'ordre que vous voulez, sur l'ensemble du territoire français, dans l'ensemble des administrations, au niveau central et au niveau local, au niveau des administrations locales. Les collectivités le font beaucoup, toutes ne le font pas non plus. Je suis un élu local de construction et ne caricaturons pas en donnant le sentiment qu'il y aurait un État qui ne le ferait pas et des collectivités qui le feraient toutes. Chacun doit aussi regarder ce qu'il peut faire dans son territoire. Et donc, c'est la nécessité, me semble-t-il, de procéder par l'échange de bonnes pratiques. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que l'exemplarité de ce que font les uns et les autres, et ça permettra, me semble-t-il, et c'est l'utilité de ces rencontres, et je vous en remercie à nouveau, que de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques pour effectivement avancer vers ces processus de démocratie participative. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre délégué Marc Fesneau. Alors, 2 remarques là qui me viennent tout de suite, remarques de forme et de fond. Petite remarque de forme, merci à tous pour vos introductions qui ont été un peu longues et c'est normal puisqu'il faut apprendre à se connaître tous ensemble, mais je vous demanderai peut-être dans les prochaines interventions d'être un peu plus synthétique pour qu'il y ait une plus grande distribution de la parole et pour qu'on puisse justement croiser vos regards à partir de thématiques. Et enfin, une remarque de fond, puisque j'ai eu le temps d'infuser par rapport à vos propos, il y a un mot-clé qui me revient, c'est celui de contrat démocratique. Je pense que ça résume beaucoup de choses, puisque un contrat, c'est des droits et des devoirs. Un contrat, il y a une forme d'horizontalité dans un contrat. C'est-à-dire que les citoyens doivent attendre des choses de leur gouvernement, de leur État, et réciproquement. Et on va essayer de voir justement comment on peut garantir ce contrat de confiance
puisque c'était un mot aussi qui a été un peu prononcé. Et j'entends aussi une autre thématique, qui est celle de la considération, qui semble clé au travers de vos propos, c'est-à-dire comment fait-on pour que le citoyen se sente considéré. Et là, on revient avec les questions de contrat, c'est-à-dire que pour qu'il soit considéré, il faut qu'il sente que son action a un sens, a une utilité, et qu'elle n'est pas vaine, et que ce n'est pas juste un affichage. C'est pas du tout un procès d'intention, mais je comprends bien que justement ce sentiment de défiance, vous l'avez évoqué, Marc Fesneau, et qui irrigue notre société, est sans doute un peu alimenté avec cette idée qu'on participe, mais à quoi bon et pourquoi faire. Et c'est très intéressant d'avoir justement la cadre professionnelle, entre guillemets, de cette participation citoyenne qui arrive à la garantir, à la promouvoir, et puis quelque part à la certifier, c'est-à-dire qu'elle ne sert pas à rien. Vous parlez justement des modèles. On a la chance d'avoir Antonella Valmorbida qui a une vision européenne aussi. Peut-être qu'elle peut nous parler de modèles. Est-ce qu'il y a des pays où ça fonctionne plutôt bien? J'ai bien entendu, Marc Fesneau, que la France était en pointe aussi de la participation citoyenne. Et c'est vrai, en ce moment, pas très loin d'ici, il y a une manifestation. C'est une forme de participation citoyenne. En France, on aime bien participer. Justement, Antonella Valmorbida, quels sont des modèles qui sont peut-être à reprendre, puisque Marc Fesneau parlait de partage d'expérience. Quelle expérience vous pouvez nous partager? Alors, voilà, je voulais aussi dire que je partage entièrement les indications qui ont été données précédemment aussi par rapport à la valeur ajoutée du processus. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en général, il y a une demande, une tendance qui est européenne, mais je dirais même plus au niveau mondial, c'est-à-dire que notre organisation travaille aussi avec des acteurs européens et mondiaux sur la mise en place des objectifs de développement durable. Et à travers ça, on utilise aussi les instruments de la participation citoyenne. Parce que je crois que le point de départ, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'on ne coche pas la case. C'est-à-dire que la participation citoyenne, ce n'est pas pour faire participation citoyenne. Je crois que les citoyens sont très conscients et ils participent s'il y a un aboutissant au final. C'est-à-dire que notre objectif n'est pas simplement de donner l'opportunité aux citoyens de prendre la parole. C'est que notre objectif final, c'est d'améliorer la politique publique, c'est d'améliorer les services, c'est d'améliorer la vie des citoyens. Donc, et nous pensons, comme le disait tout à l'heure le ministre, nous pensons que la démocratie représentative, complétée, intégrée par la démocratie participative, sont un atout pour une meilleure politique, pour des meilleures solutions et pour des meilleurs services. C'est ça l'aboutissement. Ce n'est pas simplement l'exercice de la participation. Donc, je pense qu'au niveau européen, il y a partout une demande de comment faire la participation au niveau national à travers des lois et des dispositifs et des associations. Par exemple, il y a soit des comités au niveau ministériel, soit des groupes de travail, soit au niveau national. Par exemple, je parlais il y a quelques jours avec un collègue qui travaille au niveau hollandais aux Pays-Bas, qui me donnait l'exemple d'une politique très importante qui avait été menée au niveau environnement sur la construction des digues en Hollande il y a quelques années, qui avait été extrêmement grave par rapport à l'environnement, et que maintenant ils ont un programme qui a le même intérêt, c'est-à-dire réduire les inondations au niveau du pays en Hollande, mais qui s'appelle Place for Room for Water, donc la place pour l'eau, et qu'ils ont mené non pas une politique nationale ministérielle, mais une politique d'engagement citoyen pour discuter de ce thème, et qu'ils donnent aux citoyens un cadre, c'est-à-dire qu'ils doivent rejoindre ensemble un niveau d'eau qui est limité et un budget qui est le budget donné. Autour de ce cadre, la participation citoyenne permet de développer des solutions qui sont innovantes, qui mettent ensemble tout le monde de la participation citoyenne. Parce que la participation citoyenne, ce n'est pas simplement un individu après l'autre, c'est aussi des groupes d'intérêt après les autres. Ce n'est pas simplement chaque personne, c'est tout ce qu'il représente. Donc, je crois que
au niveau européen et aussi mondial, on parlait l'autre jour, par exemple, avec un représentant de CGLU Afrique qui travaille sur le thème de la participation citoyenne au niveau local. C'est une organisation qui travaille sur la gouvernance locale en Afrique. Et là, par exemple, il nous disait, et j'aimerais porter l'exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, la gouvernance locale, ce n'est pas un luxe, c'est une question de vie et de mort. Ça veut dire que pour eux, le fait que les communautés locales soient capables de donner des services et de répondre à certaines crises, c'est vraiment une question de vie et de mort. Et on peut presque le dire maintenant aussi chez nous en Europe. Je suis en train, par exemple, je voulais aussi vous porter cet exemple, c'est que je suis en train de travailler comme experte avec mon organisation sur l'accompagnement en Ukraine de la nouvelle loi avec le Parlement ukrainien sur la nouvelle loi de la participation. Et ils sont en train d'aboutir à la production de cette loi. Et on a regardé beaucoup l'exemple français. Donc, j'ai participé justement à faire cet échange de bonnes pratiques et apporter les exemples de la France dans leur contexte en Ukraine, un grand pays plein de difficultés et d'opportunités. Mais pour dire, par rapport aux grands défis d'un pays comme celui-là, ils mettent au centre de leur développement économique, démocratique et social le thème de la participation citoyenne. Ceci pour trouver des nouvelles ressources qui ne sont pas essentiellement seulement financières, mais c'est l'idée d'aller chercher des nouvelles solutions parmi les citoyens, c'est de mettre en lien ce qui existe dans l'infrastructure institutionnelle, mais dans l'infrastructure sociale. Alors, par exemple, vous parliez de bonnes pratiques et d'exemples. Alors, on a toute la liste et je voulais vous dire que, par exemple, au niveau, je vais être bref parce que je me rends compte que je déborde, mais il y a aussi beaucoup de guides à la participation citoyenne. J'ai participé au niveau européen, Conseil de l'Europe et Union européenne. J'ai participé à l'élaboration du code de bonnes pratiques du Conseil de l'Europe sur le thème de la participation citoyenne. Et il y a le contexte et il y a les instruments dont on parlait tout à l'heure. Mais par exemple, il y a une chose qui, à mon avis, est très intéressante, c'est celle d'aller chercher aussi l'existant. Donc, très souvent, on a envie de réinventer, de porter des nouveaux exemples qui sont les budgets participatifs très, très, très efficaces dans les villes françaises, qui sont les comités citoyens, qui sont les conseils de quartier. D'ailleurs, j'ai porté cet exemple soit en Ukraine, soit en Turquie pour lequel je travaille en ce moment, etc. Mais il y a plein d'exemples qui sont l'existant, qui sont des traditions, qui sont aussi des formes de participation sociale qui sont autant efficaces et certaines fois, les institutions devraient écouter les pratiques. Et donc, par exemple, dans notre organisation, souvent, avant d'arriver avec notre boîte à outils, on écoute. On écoute ce qui se passe sur le terrain, on écoute les citoyens, on écoute les institutions qui vivent la participation citoyenne déjà, et ceci en Europe et ceci dans d'autres pays où nous travaillons. Donc, je voulais aussi dire quelques éléments, parce que je pense que ce sera la dernière fois que je prends la parole. Il faut aussi, pour plaider la cause, donner des réponses à ceux qui critiquent la participation citoyenne. Le premier, c'est que ça coûte cher. Ça coûte pas cher, ça coûte beaucoup moins cher que les grandes erreurs de ne pas écouter les citoyens et de développer avec eux des nouvelles solutions. On dit souvent que c'est très long. Mais comme le disait le ministre, la participation citoyenne, les dispositifs ont un début et une fin. Et c'est un élément très professionnel qui doit être encadré. Ce n'est pas long. On dit que c'est très complexe. Ce n'est pas plus complexe que d'autres processus si justement ils sont bien organisés et ils donnent la possibilité de trouver d'autres solutions qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher, mais qu'à travers la participation citoyenne, on peut avoir. On dit souvent aussi qu'ils prennent la place de l'élu. Ça, on est tous conscients que les élus sont au défi, disons, de cette situation. Mais maintenant, je pense qu'on peut compléter le rôle essentiel de la démocratie représentative et des élus pour intégrer avec des démarches qui soient claires et précises les idées des citoyens qui peuvent intégrer avec des ressources et des indications. Ceci, c'est un trend et c'est une tendance qui se retrouve partout. Je voulais aussi dire, par exemple, qu'il y a des pays, en Italie et en Espagne, qui ont des fortes structures régionalisées. Ce n'est pas des fédérations comme en Allemagne, mais c'est extrêmement régionalisé, soit l'Italie, soit la France.
soit l'Espagne, qui ont des lois sur la participation, souvent au niveau régional, qui permettent aussi une coordination du territoire. Donc, beaucoup d'exemples, et c'est une tendance à accompagner et à renforcer, parce que je crois qu'on ne fera pas sans dans les prochaines années et décennies à venir. Merci beaucoup Antonella Valmorbida. Alors je vous avais proposé à tous un contrat synthétique, un contrat synthétique de vos propos. Je ne sais pas si vous l'avez totalement respecté Antonella, mais ce n'est pas pour autant que je vais vous condamner au silence. Mais en tout cas, j'appelle les autres participants à essayer de mieux faire, parce que c'est ça le contrat aussi. C'est des attentes, bien sûr. Je vous taquine gentiment juste pour qu'on ait le plus de regards possible et un panel le plus fort possible. Et puis, comme on essaie d'être modèle, puisque je vous invective, moi aussi je vais essayer d'être modèle dans ma promesse de participation. Et j'avais promis de faire participer justement les internautes, et je crois, Isabelle Montfortet, qu'on a une question d'un internaute, bien sûr, enfin on en a beaucoup d'ailleurs, vous en avez choisi une, vous pouvez nous la donner. J'ai essayé de synthétiser en fait, François, plusieurs questions justement pour faire court et rapide, plusieurs questions en fait qui portent sur les modalités d'organisation de la participation et la place de chacun, puisque vous avez parlé Antonella, c'est pas un individu après l'autre, il a été question d'élections, de conseils de quartier, etc., de participation individuelle, de gouvernance locale, donc on voit bien qu'il y a différents niveaux. La question serait, quelle est la place de la société civile organisée dans le développement de ces modalités de participation ? Est-ce qu'on développe aujourd'hui de nouvelles modalités et quelle est la place de cette société civile dans ce cadre-là? Et surtout, en quoi et comment elle permet l'accès de tous, quelle que soit leur situation, alors de handicap, situation économique, d'âge, etc. Elle permet l'accès de tous à cette participation. Alors, attendez, je vais donner les petites modalités. Merci beaucoup Isabelle. Quelle est la place de la société civile organisée inclusive, pour essayer de fusionner vos deux questions. Et je vais vous demander à tous les trois d'essayer de répondre le plus court possible et le plus impactant. Je sais que vous en êtes tous capables. Sophie Cluzel, je crois que vous voulez commencer. Je veux commencer, mais surtout parce que je veux finir, parce qu'à 15h, j'ai une autre visio qui démarre. Donc, désolée, mais j'avais prévenu Dominique. Moi, je dirais qu'un mot, une consultation, une concertation, elle n'est réussie que si elle est 100% accessible. Et là, je ne parle pas que du handicap. C'est-à-dire que dans les questions, il faut qu'elles soient simples, que le citoyen comprenne. Il faut qu'on fasse un effort colossal aussi dans notre sémantique pour poser les bonnes questions, pour être extrêmement simple. Parce que si on veut une participation massive, on s'adresse à tout le monde dans sa diversité. Et on a encore beaucoup, beaucoup de diversité en France, et c'est tant mieux, c'est notre richesse. Donc une participation réussie dans son organisation, c'est qu'elle est extrêmement pensée sur la modalité de recueil de la parole des citoyens. Voilà, je m'arrête, je suis navrée. Alors il y a un peu de bruit parce que j'ai une énorme manifestation, je vois passer les chars de la CFDT en ce moment sous mes fenêtres, de la CGT, de FO. Donc Thierry Canard, je pense à vous à l'instant. En tout cas, un immense merci, je suis navrée. J'avais prévenu Dominique que je devais partir à 15h. Vous inquiétez pas, Madame la ministre, c'était prévu. En tout cas, mille merci vraiment pour ce débat fort riche et passionnant. Et puis au travail pour cette société inclusive. Voilà. Merci. Merci à vous et bonne visioconférence dans 2 minutes. Et vous avez vu, la manifestation nous a rejoints et passé des paroles aux actes. C'est ça aussi, la participation citoyenne, elle se fait dans les rues, dans les gouvernements, dans les territoires, partout. Et justement, c'est vos rôles à toutes et à tous d'essayer de la faire vivre. Thierry Cadar, sur cette même question. Pardon, je n'avais pas mis le micro. Oui, c'est une question vraiment. Je crois d'abord il faut se dire, il faut absolument que la société civile organisée, donc les différentes associations, syndicats, partis, enfin, tous ceux qui souhaitent avoir la participation des citoyens, sachent qu'ils sont eux aussi tout à fait interrogés par ce qu'on a appelé la crise démocratique. Je veux dire, les chiffres d'adhésion, les chiffres de participation aux manifestations, même si celle dont on vient de parler est importante apparemment, mais il y a un vrai questionnement de lien entre ces organisations et la société civile tout entière, et avec les citoyennes et les citoyens. Et donc, du coup, je crois que la réponse à votre question, c'est qu'il faut absolument que la société civile organisée s'interroge sur ce lien qui s'est distendu et se dise aussi que dans les pratiques internes des organisations, on fasse bien la place à la participation de toutes et de tous, et qu'on ait aussi il faut considérer profondément, voilà, ça, je crois que ça a été dit tout à l'heure, je le reprends tout à fait à mon compte, la participation citoyenne, c'est pas un gadget.
C'est un élément important pour retisser le lien à l'intérieur de la société, montrer que tous les citoyens et tous les citoyens sont importants, chacun doit être entendu et peut avoir sa place, justement, dans les organisations comme celle à laquelle j'appartiens. Il faut qu'elle soit aussi ouverte dans la façon d'accueillir des personnes peut-être un peu différentes de celles du modèle. Hein. Vous savez, pour les syndicats, on a quand même le modèle, je dirais, du salarié dans une entreprise assez importante et qui est un peu toujours dans le même métier du début jusqu'à la fin de sa carrière. Ce modèle-là, il a complètement éclaté. Et je crois que les organisations syndicales, par exemple, n'ont pas fait toutes les évolutions qu'elles devraient pour pouvoir accueillir l'ensemble de ces citoyens. Ce côté inclusif, ça joue aussi de ce côté-là et ça fait partie de ces enjeux qu'on a devant nous. Donc, bien se dire d'abord que, et ça je le reprends à mon compte de façon très importante, la décision qui est prise à l'issue d'une délibération collective, une vraie délibération collective, est une décision qui sera meilleure que celle qui est prise de façon sans y associer l'ensemble des citoyens. Et là, en termes, ça a été dit par Madame Antonella tout à l'heure, le gain peut être énorme par rapport à cette situation-là. Et ça, il faut aussi que toutes les organisations le pensent. Alors, précisément par rapport à votre question, le CESE tel qu'il est organisé et tel que la mission qui lui est confiée, c'est justement de faire cette jonction entre la société civile organisée et les citoyens. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un beau défi, mais il faut qu'on le prenne, nous, société civile organisée, comme étant, je dirais, une bousculade bienvenue peut-être au ronron de nos fonctionnements. Et voilà, il faut avoir la volonté d'accueillir ce qui viendra de ce point de vue-là. Et puis, si je puis me permettre, un mot sur lequel je n'ai pas assez insisté, je crois, tout à l'heure. Quand on met en place une consultation ou une participation citoyenne, la question du périmètre sur lequel on construit cette participation est absolument essentielle. Et de ce point de vue-là, on a peut-être beaucoup à apprendre, nous, organisations de la société civile organisée, sur construire des débats à des périmètres adaptés aux questions qu'on se pose. Alors je vois que du côté de chez Marc Fesneau, ça s'agite un peu. J'imagine que lui aussi a un rendez-vous important. C'est moins calme que vos montagnes, Thierry Cadar, même si ces montagnes sont peut-être pour le coup gadgets, à l'inverse de la participation citoyenne. Marc Fesneau, Marc Fesneau est parti ? Ah non, vous êtes là. Sur cette question justement, et puis j'en ajoute une seconde. Comment vraiment lutter contre ce sentiment de défiance ? Comment prouver finalement aux citoyens que leur parole est utile ? Je pense, je ne veux pas du tout rentrer dans la polémique, mais on a vu que sur la Convention citoyenne pour le climat, ça a été mitigé finalement dans la réception. Certains citoyens se sont dit on a participé, on a pris du temps, on a travaillé et on n'a pas été écouté. Ça, j'imagine que ça fait mal par rapport au contrat démocratique dont vous parlez. Non, rassurez-vous. Vous m'entendez ? Oui, rassurez-vous, je ne m'agitais pas, je rangeais des papiers. Il y a quelque chose qui me ferait plaisir, c'est que vous disiez Fesneau, parce qu'on ne prononce pas les S en centre Val-de-Loire. Comme ça, je me reconnaîtrais mieux comme vous m'interpellez. Il n'y a aucun problème. Ce S qui vous rendait si singulier va maintenant devenir muet, mais c'est pour mieux écouter vos propos pluriels. Je ne prononce pas. Mais la blague mise à part, je vais essayer de répondre à votre question, mais moi, il me semble qu'il y a des interventions qui ont été faites qui me paraissent très justes sur ce qu'a dit M. Cadar, sur le fait que toutes les organisations, d'une certaine façon, doivent s'interroger sur la relation qu'entretiennent désormais les citoyens avec elles. Et je pourrais prendre exactement le décalque de ce qu'il a dit pour le monde politique. Et je trouve très honnête intellectuellement ce qu'il a dit, de dire qu'il faut que chacun s'interroge sur le fait que les citoyens ne se reconnaissent plus dans ceux qui sont chargés, soit dans le champ politique, soit dans le champ syndical, soit dans les autres champs associatifs, de les représenter. Parce que si nous-mêmes on ne fait pas cet exercice-là, c'est qu'on n'aura rien compris à la crise des Gilets jaunes, qui est une crise qui n'a pas été mue au démarrage. Je parle sous le contrôle de gens qui ont vu cette crise par des organisations syndicales ou des organisations politiques. On a bien vu que tout le monde était un peu perdu de ce que voulaient ces citoyens qui s'étaient organisés entre eux, mais qui n'étaient pas organisés au travers de la société civile. On a besoin de la société civile organisée aussi, parce que je pense que le CESE en est un assez bon exemple, semble-t-il, de lieu où, représentant des intérêts au bon sens du terme, c'est-à-dire de ce que portent des syndicats, des organisations patronales, des organisations environnementales, elles puissent, au fond, confronter des points de vue et confronter des ambitions ou des difficultés, sans qu'on soit dans un théâtre, au fond, dans un théâtre de posture. Et pour ça, on a besoin que ce soit quand même la société civile organisée qui soit présente. Troisième élément, il me semble que, je l'ai dit d'ailleurs dans mon propos liminaire un peu long, il me semble que la société civile organisée, elle permet aussi
d'aller vers les citoyens, parce qu'elle a une forme quand même de légitimité particulière, et qu'elle permet de rendre un peu plus inclusifs les processus de participation citoyenne et de donner plus envie aux gens. En tout cas, c'est un maillon qui me paraît essentiel. Enfin, est-ce qu'il peut y avoir des éléments déceptifs? Vous avez parlé de la Convention citoyenne sur le climat. Sans doute, le thème, on se le dit tous, était très vaste, et qu'au fond, même en 9 mois, même 150 citoyens qui sont dotés de beaucoup d'expertise, au fond, ça touche à tous les sujets quotidiens de chacun d'entre nous. Habiter, se loger, se déplacer, se nourrir, consommer, produire. Je ne sais pas ce qu'on a oublié dans le champ du défi climatique. Ça montre d'ailleurs que le défi est immense, à la vérité, et que ça touche au quotidien de nombre d'entre vous. Et donc forcément, ça peut produire ce sentiment-là. Le texte est à l'œuvre, si je peux dire, au Parlement. Il y a des citoyens qui ont exprimé certains votes. Il y a des citoyens aussi qui, il faut le dire, ont exprimé un 0 sur 10. C'était le choix qu'ils avaient fait de faire une notation. On ne peut pas dire qu'on est parti d'un point A pour arriver à un point A. On peut dire que c'est A', mais qu'on aurait espéré que le point d'arrivée soit le point D. Mais je pense qu'à un moment, c'était sans doute la difficulté. Il fallait que aussi le processus, on l'a vu, il fallait qu'à un moment, on mette un point final au processus. Ça a été dit par certains d'entre vous, un point de départ et un point final. Ça fera partie de leçons à tirer. Après, c'est vrai que ce que vous dites, il faut toujours bien poser les règles de ce qu'on compte en faire et pourquoi on ne fait pas. Parce que je trouve que l'exercice qu'on est en train de faire, y compris au Parlement, et y compris d'ailleurs dans la construction de la loi, parce que ça a été assez loin, puisque les citoyens ont participé aussi à des choses horribles que sont les réunions interministérielles d'arbitrage. Ce n'est pas les moments les plus passionnants dans une vie de ministre, et encore moins de citoyens où chacun défend au fond son bout de gras, et c'est la vie, et c'est normal. Ils ont été très loin, parce qu'ils ont vu comment ça se passait, quelles étaient les difficultés auxquelles se confrontait chaque ministre sur leur secteur d'activité, et comment c'est difficile de faire bouger les choses. Et donc je pense que c'est utile dans l'œuvre collective pédagogique. Et puis enfin, moi je pense que ça a été utile. Ça a permis de mettre sur la place publique l'immensité de l'enjeu, l'immensité du défi et la difficulté qu'il y avait à le résoudre. Si ça a au moins servi à ça, c'est-à-dire à élever les consciences, si je peux dire, collectivement sur le défi que nous avions devant nous, ça me paraît très important. Et enfin, je finis juste, je ne résiste pas au plaisir de rebondir sur ce que disait Antonella. Pardon de vous appeler par votre prénom, mais c'est pour raccourcir le propos. Bien joué, Marc Fesneau. Comme ça évite de buter sur le nom. Vous avez raison sur les remarques que vous avez faites sur ce qu'on reproche au processus de participation citoyenne. Je suis complètement d'accord avec vous. Il y a un élément sur le coût. D'abord, il faut assumer que la démocratie a un coût, la démocratie représentative et la démocratie participative. Donc, il ne faut jamais se défendre de ça, que avoir des syndicats, ça a un coût, et il faut des syndicats, parce qu'on peut aussi... je connais des pays où ça ne coûte rien, mais je ne suis pas sûr que ça soit enviable, au fond, et donc il faut qu'on l'assume collectivement. Et deux, il y a un sujet quand même qui doit nous interroger, c'est que, vous l'avez dit, et plusieurs l'ont dit d'ailleurs, à plusieurs reprises en tout cas, ça remet en cause le système installé, que je représente au fond, et que nous représentons pour un certain nombre d'entre nous. Et donc il faut accepter de se faire challenger et bousculer. Ça n'est pas fait pour démolir les institutions, mais c'est fait pour réinterroger ceux qui, dans les institutions, ont représenté les citoyens. Et donc il faut à chaque fois remettre en cause le système représentatif, non pas en tant qu'il est utile, mais en tant que comment il peut améliorer son mode de fonctionnement et son processus de délibération. Et ça, je pense que c'est un élément qui viendra dépassionner au fond, parce qu'on voit bien beaucoup d'élus, et même dans la société civile organisée, je l'ai même parfois entendu au CESE, de dire mais qu'est-ce que c'est que ces citoyens à qui on donne la parole, alors que nous sommes les citoyens éclairés, ou que nous sommes les élus éclairés. Et donc, Madame Valmorbida l'a très bien dit, je pense que il faut dépassionner et en même temps, il faut assumer que des citoyens peuvent prendre la parole, parce qu'en démocratie, quand des citoyens prennent la parole, il faut quand même tendre l'oreille. Voilà. Merci beaucoup, Marc Fesneau. Vous voyez, j'ai rendu le S ne participera plus à la prononciation de votre nom de famille ad vitam. Je retiens aussi quelque chose de très intéressant quand vous dites voilà, il faut qu'il y ait un engagement de la part des citoyens aussi, parce que les citoyens sont aussi partie prenante dans cette crise démocratique. Et c'est intéressant de voir que on dit souvent, ce qu'on reproche souvent en politique, c'est d'être hors sol. On leur dit souvent, c'est un reproche qu'on entend régulièrement dans les médias. Ils ne se rendent pas compte de la réalité de nous, le peuple, de nous, les citoyens. Ils vivent dans un autre
notre monde. On entend ça souvent. Et là, vous nous dites, quelque part, vous ne dites pas que ça, attention Marc Fesneau, vous dites aussi que les citoyens, par ce processus aussi de démocratie participative, arrivent à comprendre ce que c'est aussi que la vie d'un gouvernant et d'un élu, ou de quelqu'un qui est en poste de responsabilité. Et que ce n'est pas si simple, finalement, d'arriver à des lois qui sont inclusives, qui sont égalitaires. Donc c'est une sorte, si j'étais moins prosaïque, de vie ma vie assez intéressante. Le citoyen se rend compte des charges qui pèsent sur ceux qui nous gouvernent. Et en même temps, ceux qui nous gouvernent doivent toujours avoir en tête ce qu'est la vie des citoyens, car les fonctions parfois les éloignent de cette réalité-là. En tout cas, c'est une menace qui est, je pense, toujours constante, et ce n'est pas pour autant que tout le monde y succombe. Dominique Gillot, on va conclure cette table ronde qui a été très rapide, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une deuxième partie avec Mathieu Rouault qui prendra le relais de l'animation, deuxième partie avec d'autres intervenants qui vont plus questionner les pratiques. Mais donc, vous allez poursuivre, on va pouvoir poursuivre sur cette thématique. Dominique. Oui, merci François. Merci à nos 4 intervenants. Je trouve qu'on a eu une table ronde là, extrêmement riche, avec des prises de position très volontaires, très volontaristes, une volonté politique, effectivement, de compléter la démocratie représentative d'une démocratie participative qui semble être appelée par tout le monde, par tous les citoyens, mais avec des formes et des revendications qui peuvent être choquantes ou difficiles à admettre par les organisateurs, justement, du débat public. Alors, je vais reprendre quelques mots que vous avez dit et qui résonnent très fortement dans notre vécu des PEP. L'inclusivité des publics. Et là, ça renvoie à l'intervention de Sophie Cluzel qui parle beaucoup de l'inclusivité des publics, des personnes handicapées, mais en élargissant. Et quand elle dit que pour qu'une concertation, une consultation démocratique soit réussie, il faut qu'elle soit 100% inclusive. Et 100% inclusive, ça ne veut pas dire 100% inclusive pour les fauteuils roulants. Ça veut dire inclusive pour la compréhension des citoyens et aussi pour la considération des citoyens. Et ça, Antonella l'a bien dit tout à l'heure quand elle dit on commence par écouter les personnes, les habitants. Donc c'est un appel à l'expert d'usage. Et il a été dit que la France est bien dotée en organisation, en experts, en chercheurs. Je voudrais vraiment qu'on fasse une place aux experts d'usage, qui certes ne sont pas dans la même norme de concertation, de travail, d'expression que la majorité des experts qui sont reconnus, mais qui ont une expertise d'usage qui est très importante de conjuguer avec justement les obligations qui sont celles de la responsabilité civique, citoyenne, scientifique ou politique. Vous avez dit qu'il fallait aussi qu'un des enjeux, c'était la crédibilisation et le renfort de la confiance. Je pense que ça passe aussi par la considération et le respect des personnes qu'on veut entraîner dans la concertation. Il y a effectivement des niveaux de capacité différents, des degrés, des échelles de compréhension et d'expression qui sont différentes. Et Thierry Cadar l'a bien dit par rapport à la représentation qu'on se fait du syndicaliste traditionnel. Je pense que dans la représentation que nous faisons du citoyen participant, du citoyen engagé, eh bien, il y a différentes formes, différents profils que nous devons être en capacité les uns et les autres d'accueillir et à qui nous devons donner confiance, estime dans sa capacité à participer et à contribuer à la concertation. Et puis, tous vous avez dit que cette démarche était une démarche qui nous conduisait à nous interroger sur nos pratiques. Alors, c'est ce que nous faisons, nous, à travers les rencontres PEP, et c'est ce à quoi vous avez contribué. Je crois que c'est une bonne démarche, et c'est ça aussi qui peut redonner confiance ou donner confiance à nos concitoyens, c'est d'avoir en face d'eux des responsables, non pas autoproclamés, mais désignés, élus, qui s'interrogent, qui interrogent régulièrement leurs pratiques pour qu'elles soient au mieux, qu'elles répondent au mieux aux missions et aux besoins qui leur sont confiés. Donc vraiment, un grand merci pour votre contribution. Et sachez que tout ça, c'est dans la boîte et qu'on le refera tourner, circuler, et que ça fera l'objet de débats en territoire avec l'ensemble de nos adhérents et de nos militants, de nos administrateurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez un dernier mot ou tout va bien? Moi, je ne veux pas qu'il y ait de frustration. Moi, j'ai juste pris la parole pour vous remercier de ma part. C'est tout. Merci beaucoup. Merci.
Thierry Cadar, merci à vous. Et nous, on Merci. avait un contrat de rendre à l'heure, Dominique, et je crois que le contrat a été rempli. En tout cas, ça a été une table ronde fort enrichissante, très intéressante, et je retiendrai peut-être le mot, pour prendre un nouveau mot, le mot de cohésion. Faire en sorte que les citoyens et que le Parlement, l'État vivent en cohésion. Et pour ça, effectivement, il faut qu'il y ait des droits et des devoirs et que ce contrat démocratique soit rempli des deux côtés. C'est déjà beau d'être dans un pays qui propose un contrat démocratique. On voit que c'est de moins en moins le cas, malheureusement. Et je crois que c'est justement en essayant de respecter ce contrat, l'un comme l'autre, c'est-à-dire responsabilité des citoyens, responsabilité des politiques, qu'on pourra toujours maintenir justement ce contrat et la possibilité de ce contrat. Et ça, je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. Merci à vous. On poursuit cette table ronde après un petit interlude. Ça sera donc, je vous le disais, Mathieu Roux qui va prendre le relais. Et avant, on va vous faire vivre des projets, bien sûr, des projets qui ont démarré depuis le 29 mars dans tout le territoire. Et là, je vous propose un trio gagnant. Si je ne me trompe pas, ça sera les PEP 28, les PEP 40 et les PEP 34. Non, ce n'est pas le tirage du loto dans l'ordre, mais néanmoins, vous êtes chanceux de pouvoir découvrir ces vidéos. Et on se retrouve, pour ma part, demain 9h et tout de suite avec Mathieu. Merci à vous.